précisions techniques. En ce qui concerne le déroulement de la réunion, donc on a prévu 1 heure. Donc pendant cette heure-là, en fait c'est principalement Thomas qui sera votre interlocuteur. Cette heure en fait est faite pour que vous puissiez poser vos questions à Thomas. Pour bien avancer, ça se passe bien et on sait que vous avez des questions par rapport à vos devoirs, des questions techniques par rapport aux questions qui sont discutées, etc. Donc, c'est un espace, c'est un moment privilégié pour poser vos questions à Thomas. Donc, ce qu'on voit, c'est que je vous propose, si vous avez des questions et que vous savez utiliser la chat, vous les mettez dans la chat et moi, je vais regarder, je vais les relayer à Thomas et gérer le temps de parole de chacun. Donc, vous pouvez, alors pour commencer, donc si vous savez utiliser la chat, vous pouvez utiliser ça. Si vous n'avez pas bien compris comment marche la chat, vous pouvez aussi demander la parole et je vais gérer la parole de chacun. Enfin, la parole de chacun. Donc je dirais, telle personne parle, ensuite telle personne parle. Donc maintenant, je vais juste laisser la parole à Thomas. Et puis ensuite à chacun pour les questions que vous aurez. Ok. Tous. Comme l'a dit Florence, je suis là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Qui veut commencer? Allô, il y a quelqu'un qui parle, mais c'est très bas. C'est Abdoulaye depuis la Guinée-Conakry. Ah. Oui, en fait, c'est la première fois que je participe à cette plateforme parce que la dernière fois. On voit mal. Si, je disais que c'est la Abdoulaye était. Vous m'entendez? Mais Oui, un petit peu mieux maintenant. Voilà, je dis que c'est la première fois que je participe à cette plateforme parce que la dernière fois j'avais du mal à me connecter et vraiment être ensemble avec vous. Pratiquement, je n'ai pas. T'as pas pu installer WebShield. Je n'ai pas vu ces devoirs-là. Abdoulaye, je vais vous interrompre pour vous entendre extrêmement mal. Est-ce que je peux vous demander de mettre votre question dans le chat qui se trouve en bas à droite? Parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Si vous posez votre question dans le chat, et puis Thomas répondra à votre question. Pendant, je vais passer la parole à une autre personne. Est-ce que je peux vous demander aussi, j'entends qu'il y a du bruit autour d'eux, beaucoup qui parlent, est-ce que je peux vous demander de fermer votre micro si c'est le cas, s'il vous plaît? Ok, on va prendre une autre question en attendant que Abdoulaye puisse s'exprimer dans la chatbox. Florence, j'ai une question. Moussa depuis le Burkina. Oui, on vous écoute, Moussa. Alors, merci Thomas. Je voulais poser la question à Thomas, à savoir, j'ai eu des difficultés pour la définition des étapes de la chaîne causale. Mais maintenant, notamment, quelle est l'interaction entre les activités, les produits et les effets. Donc, je voudrais que Thomas me donne un peu d'éclaircissement par rapport à ça. Alors, il y a des éléments sur le forum dessus que vous pouvez aller voir et puis que je vais remettre à disposition de tout le monde cet après-midi. Toutes les questions qui ont été posées avec mes réponses, tout ça, ça sera dans un document PDF que vous pourrez télécharger. L'important de mon point de vue, alors encore une fois, c'est mon point de vue sur ces choses-là. L'important, c'est que vous ayez une chaîne logique. C'est-à-dire que vous définissiez des étapes les unes après les autres des effets de votre programme. Alors, je prends toujours le même exemple qui est assez simple d'une session de formation. L'activité, c'est j'ai fait des sessions de formation. J'ai organisé, j'ai fait en sorte qu'il y ait des gens qui se retrouvent en endroit avec un formateur pour que le formateur
puissent lancer la formation. C'est mon activité. Et ensuite, il faut se demander systématiquement quelle est la conséquence directe de ça. La conséquence directe de la session de formation, c'est que les gens, ils apprennent. Ils ont appris des choses nouvelles, des connaissances nouvelles, où ils ont appris à faire des choses. Donc, la conséquence directe, c'est ça. Ils ont appris des choses. Et la conséquence directe d'avoir appris des choses, c'est quoi? S'ils veulent mettre en place, je sais pas, un nouveau système d'irrigation, de nouvelles pratiques productives, etc., ils sont capables de le faire. Et la conséquence directe de ça, c'est que peut-être ils vont changer de comportement, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement mettre en place les nouvelles pratiques, etc. La conséquence directe de ça, c'est que s'il y a suffisamment de fermiers qui changent de pratiques de pratiques agricoles, on espère que ça va rajouter effectivement de production locale, réduire les situations de pénurie, etc. Et on pense que cette chaîne, elle est logique. Vous voyez, chaque étape, après chaque étape, il y en a une autre, et donc tout va dans le bon sens. Du domaine du produit, de l'effet et de l'impact. Moi, c'est un continuum. Du coup, c'est pas très grave si vous le mettez pas au bon endroit. L'important, c'est que vous le mettiez dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça qui est important. Simplement, on peut le penser comme ça, c'est-à-dire que les produits, c'est vraiment les effets directs de votre action. C'est-à-dire le premier effet de votre activité, c'est le produit. Donc ici, par exemple, j'ai des sessions de formation. S'ils apprennent des choses, c'est l'effet vraiment direct de la session de formation, ça sert à ça. Hein. Et donc dans le produit, c'est le dernier effet que vous attendez. Donc par exemple, les fermiers auront augmenté de rendement, ça réduit les pénuries alimentaires sur le territoire. C'est vraiment l'impact, c'est le bout de la chaîne. Et donc finalement, l'effet, c'est l'entre-deux. Et voilà. Thomas, encore une autre question. Donc, cela voudra dire que, en fait, l'impact n'est pas obligatoirement l'intervention de notre seul projet ou programme. Même au contraire, normalement, la logique, c'est que vous devriez avoir, pour chaque impact attendu de votre programme, plusieurs projets qui y contribuent. D'ailleurs, il y a l'évaluation de votre programme, ce qu'on appelle la cohérence de l'ensemble ou les complémentarités de l'ensemble, c'est-à-dire comment est-ce que les différents projets se complètent pour mieux vous permettre d'atteindre l'impact escompté. Alors, merci Thomas et Moussa. Avant de prendre une autre question, d'abord je vais souhaiter la bienvenue aux participants qui sont en train d'arriver. Rappeler brièvement l'objectif du séminaire. Donc l'objectif, c'est donner l'opportunité de poser vos questions à Thomas, que ce soit des questions techniques ou des questions par rapport à la plateforme, au contenu du cours, etc. C'est la première chose. Je voudrais aussi vous demander, s'il vous plaît, j'en entends beaucoup de bruit, de certains micros, notamment le micro de Yvon, le micro du docteur Ouattara. On entend beaucoup de bruit de votre côté. Donc, puis-je vous demander de fermer vos micros, sauf si vous avez des questions, parce que ça fait énormément de bruit sur la ligne et c'est gênant. D'accord? Voilà, donc merci de bien vouloir respecter ça. Avant de donner la parole, Thomas, j'ai une question de Marianne. Donc Marianne qui est apparemment avec ses collègues aussi et qui nous dit une remarque question. Je pensais que le suivi éval se faisait essentiellement sur base du cadre logique du projet. Je pense que pour le moment on reformule les ambitions du projet pour définir de nouvelles questions globales. Faire les deux me semble utile que privilégié, sachant que chaque bailleur demande de rendre compte selon le cadre logique. Deux sont bonjour Marianne. Les deux sont tout à fait. Il y a quelqu'un qui parle en même temps. Oui, on va demander à Paula de fermer le micro. Paula, tu peux fermer le micro de Moussa, s'il te plaît. Merci. Je vais le faire. Merci beaucoup. Les deux sont
vraiment complémentaires. Le cadre logique, le principe du cadre logique, c'est de définir comment est-ce que votre programme est susceptible d'avoir des résultats. Comment est-ce qu'il est susceptible d'avoir des produits, des effets, des impacts. Ça c'est important, mais normalement, vous ne partez pas de rien. Normalement, en fait, vous partez de quelque chose qui a été fait au niveau de la conception, et en particulier dans la première année de votre programme, là, vous allez le mettre à jour, etc. Mais il y a une étape supplémentaire. Il y a une étape supplémentaire, en particulier quand on est au niveau programme, parce qu'au niveau programme, si vous voulez vraiment suivre toutes les étapes des cadres logiques, de toutes vos composantes, de tous vos projets, etc., en fait, vous allez vous y perdre. Il y a trop de choses à voir, il y a trop de choses à faire. Et donc, on va définir une étape supplémentaire, et cette étape, c'est effectivement de définir les questions, c'est-à-dire ces formations dont on a vraiment besoin. Peut-être qu'il y a des choses qu'on sait déjà, ou il y a des choses où on peut dire à tout le monde de collecter l'information, mais on la traitera pas de système d'indicateurs, c'est-à-dire dans ce qu'on regarde tous les ans avec le comité de suivi et évaluation pour voir comment on fait évoluer le programme. Et on va donc définir souvent une douzaine de questions pour dire voilà l'information dont j'ai besoin. En fait, cette étape, elle peut paraître superflue, mais elle est extrêmement importante. Une fois au niveau programme, parce qu'on a trop d'informations et on a trop de choses à suivre. Elle est extrêmement importante parce qu'en fait, elle va vous permettre de commencer à savoir qu'est-ce qui est important pour décider. Et ça, c'est extrêmement important pour que le système de suivi et évaluation ait une utilité. Le point de vue du bailleur, alors certes, il va vous dire oui, votre système de suivi et évaluation doit vous permettre de d'aider, d'améliorer votre programme, etc. Lui, il voit le système de suivi et évaluation comme un moyen de rendre compte, et vraiment comme un moyen de décider. Donc, il vous dit, faites-moi un cadre logique, je veux des indicateurs à chacun des niveaux, etc., etc. Mais sur des logiques qui sont un peu différentes. Vous, si vous voulez que le système d'indicateurs soit utile pour tout le monde, il faut aussi que le système serve à prendre des décisions. Et pour prendre des décisions, il va falloir choisir les points qui sont importants. Marianne, est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus? Effectivement, ce qui du coup m'a surpris, c'est que finalement, quand on choisit les questions de suivi-évaluation, pour le coup, ça donne aussi une indication sur ce qui pour nous est prioritaire, puisqu'on peut poser des questions qui vont plus porter sur les impacts ou plus porter sur les activités, ou enfin, on va travailler à différents niveaux de la chaîne finalement. Donc, dire déjà qu'on a fait une priorité en amont en posant ce type de questions. Exactement. Et le moment où vous négociez ces questions est souvent intéressant pour ça. Que vous vous rendez compte que tout le monde n'a pas les mêmes priorités, quoi. Et bon, après, ce qui m'inquiète plus, mais ça c'est peut-être beaucoup plus spécifique à mon projet, c'est que finalement, au niveau de l'équipe de mise en œuvre, au niveau de l'équipe programme, je crois que ça n'avait pas été vraiment prévu qu'il y ait un comité de suivi évaluation en tant que tel. Du coup, je me dis, bon, c'est vrai qu'on a énormément de demandes, on est mobilisé sur plein de choses. En termes de temps et en termes de ressources humaines, pour nous, c'est quand même super difficile d'arriver à avoir quelque chose qui soit performant tout en étant assez léger, quoi. Ah oui. C'est vraiment un défi qui, voilà, m'appelle pas mal, quoi. Ouais, c'est vous qui disiez que peut-être vous pourriez utiliser votre comité de suivi opérationnel sur le forum. Ouais. C'est moi. J'ai répondu à ça sur le forum. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Effectivement, bon, théoriquement, il faudrait avoir un comité à part. Dans la pratique, on fait comme on peut, avec les ressources qu'on a. Du coup, à partir du moment où ce comité, s'il marche bien, et si vous pouvez y rentrer un ou deux partenaires extérieurs, parce que c'est bien d'avoir un point de vue extérieur avec qui sont des gens de confiance, quoi. C'est pas tant une question de représentativité, mais des gens qui sont de confiance, dont vous savez que la vie sera intéressante. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Ça permet de rendre la gouvernance de votre projet tel qu'il est maintenant, et en faisant quand même un petit peu des réunions spécifiques pour le suivi de l'évaluation. Laurence, j'ai des questions sur le
des questions sur le chat, je vais plein. les prendre. Ouais, d'accord. Juste, Thomas, je vais juste, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de se connecter, donc juste prendre 30 secondes pour leur dire bienvenue et aussi pour lancer l'objectif de cette réunion, de ce webinaire, c'est de vous permettre de poser vos questions à Thomas, donc bien vous demandez la parole ou bien vous les mettez dans le chat. Voilà, je vous laisse la parole et ensuite j'ai plusieurs questions dans le chat pour vous aussi. Ok. Là, j'ai deux questions. J'ai une question de Sukati, une question d'Alain Constant. Okay. Donc Sukati d'abord qui demande, je voudrais savoir s'il y a une différence majeure entre programme et projet. Alors, je vous conseille de revenir au cours semaine 1 où vraiment on fait la distinction précisément entre les deux. La vraie différence, c'est la complication. Hein. C'est que quand vous êtes au niveau d'un projet du suivi et évaluation, si c'est un projet qui est assez circonscrit, qui est sur une petite population, etc., en fait, vous pouvez suivre. Hein. Enfin, vous pouvez suivre chacune des étapes. Et puis, pour peu que vous soyez sur place, vous voyez les choses aussi. Quoi. Donc, vous pouvez réagir plus vite. Le chef de projet, il peut réagir assez vite, etc. Quand au niveau d'un programme, en particulier d'un programme pays, vous avez peut-être 20 projets, 30 projets qui sont concernés. Vous avez des partenaires qui travaillent aussi sur ces sujets-là. Vous avez plusieurs chaînes causales. Vous êtes loin du terrain. En fait, il va falloir mettre en place des structures permettant de s'adapter à ça. Et justement, on voit ça notamment dans la semaine 1. Les questions de suivi-évaluation, c'est ça. La mise en cohérence des matrices de résultats au niveau projet, au niveau programme, c'est important aussi. La mise en place d'un comité dans lequel on va pouvoir discuter, etc. Ça, ce sont des adaptations pour le niveau programme, parce que c'est plus compliqué, parce qu'on est loin du terrain, et donc il faut s'adapter parce qu'on ne peut pas faire la même chose aux deux niveaux. Sinon, vous croulez sous le travail, quoi. Enfin, c'est pas possible de suivre 80 indicateurs à la suite, et sous ces 80 indicateurs ne vous sont pas utiles. Enfin, il faut savoir limiter son boulot à ce qui est vraiment utile. Ensuite d'Alain Constant. Alors, Alain, vous dites, dans la logique de la première question posée s'agissant de la chaîne causale pour un programme et du choix des questions, nous avons opté pour une concentration sur les conditions et risques, facteurs influençant l'atteinte des produits. Notre question, les questions peuvent-elles être en relation avec la mesure de leurs impacts sur les 10 produits? Avons-nous bien compris? Alors, vos questions de suivi et évaluation apportent sur ce qui est important pour vous. Du coup, c'est ce qu'a dit Marianne tout à l'heure, hein, c'est que tout n'est pas important de la même façon pour tout le monde. Donc c'est une négociation. Vous avez concentré vos questions sur les hypothèses et risques. Peut-être d'autres les traits ailleurs. Peut-être que d'ailleurs, la seule question qui l'intéresse, c'est est-ce que vous avez fait la différence sur le terrain? Peut-être que le partenaire sur le terrain, ça va être une autre question qui l'intéresse, etc. Je dirais aussi une chose, c'est que selon l'avancement de votre projet ou de votre programme, généralement, vous n'avez pas les mêmes questions. C'est-à-dire que la première année, surtout si c'est quelque chose que vous faites pour la première fois, l'important c'est est-ce que j'ai les moyens, est-ce que je les déploie, est-ce que les activités se mettent en place sur le terrain, quoi. C'est ça qui est important. Alors que quand vous êtes au bout de 4 ans ou 5 ans de votre programme, l'important c'est vos impacts. Hein. Il n'y a pas à regarder plus loin, c'est ça qui va vous importer. Du coup, lorsque vous prévoyez ces questions de suivi et évaluation, il faut aussi prévoir les questions que vous risquez de vous poser dans quelques années. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est que donc vous posez toutes les questions qui vous semblent importantes, mais après, il faut aussi faire le tri. Quelles questions vous allez poser via le système de suivi? Vous allez peut-être répondre par des indicateurs, etc. Et quelles sont les questions auxquelles seule l'évaluation pourra répondre? La question, est-ce qu'on a fait la différence à la fin? Est-ce que le nouveau cadre réglementaire du pays permet vraiment d'améliorer les conditions de vie en milieu rural, et est-ce que c'est grâce à nous? Ce n'est pas votre système de suivi qui va vous répondre. Hein. C'est une évaluation. Le suivi, il peut vous donner des informations simples pour savoir si vos actions marchent en termes directs. Pour le plus simple, pour les impacts, ça va être plus difficile.
J'ai une troisième question d'Arsène. Arsène, tu me dis, au niveau des indicateurs, tu as parlé dans le support du cours d'indicateurs quantitatifs et catégoriques. Qu'est-ce que tu mets indicateur catégorique? Je reparle de ces éléments-là. Donc cette semaine, regardez bien la vidéo. Vous verrez différents types d'indicateurs. Catégories, tout simplement, il y a des catégories. C'est oui, non, c'est bien, bien, pas bien, c'est suffisant, pas suffisant, etc. Ça, ce sont des indicateurs où on se donne des catégories. Mais vous avez plein de types, hein. Je vous en ai mis plusieurs. Il y a les scores, il y a les classifications où vous demandez à un petit groupe de personnes, par exemple. C'est pratique quand vous avez des élèves qui ne sont pas du tout quantitatifs. Typiquement, vous travaillez sur l'amélioration du cadre réglementaire du pays et vous allez regarder quel est le nombre de nouvelles faites chaque année. Enfin, c'est plutôt mauvais hein, s'ils sont obligés de faire plusieurs chaque année sur le sujet. Par contre, vous pouvez demander à un petit panel d'experts ou de partenaires, etc. Est-ce qu'ils considèrent que cette année, le cadre réglementaire s'est amélioré ou pas? Est-ce qu'il y a des indices qui disent que ça va dans le bon sens ou pas? Et là, vous ferez un indicateur qui est un indicateur quantitatif, mais qui dit est-ce qu'on est en amélioration? Est-ce qu'on est stable? Est-ce qu'on est en dégradation? Voilà. Catégoriel, je ne connais pas ce terme, mais c'est peut-être la même chose. C'est peut-être une autre traduction. Et le système de notation, le système de notation, c'est la même logique, quoi. C'est que vous allez noter un programme. Vous demandez à les gens de noter, hein, généralement. L'exemple le plus simple d'un indicateur de notation, c'est que vous demandez les gens que vous avez formés quelle note de 1 à 10 donnez-vous à la formation que vous venez de suivre. Et c'est pareil, c'est un indicateur qui peut être intéressant. Surtout si vous avez plusieurs personnes qui notent et que vous moyenne de l'ensemble. J'ai une question d'Yvon. Oui. J'ai plusieurs questions de Diagba aussi tout à l'heure qu'on a été obligé de couper. Je voudrais pas celle d'Yvon, puis après on posera celle de Abdoulaye. Ok, moi les questions là n'arrêtent plus. Donc, Yvon, je reprends votre question après. Vas-y, dis-moi la question. On a Abdoulaye, donc on a obligé de couper parce qu'on entendait très très mal. Donc d'abord il demande, donc il y a deux questions. S'agissant du devoir de la semaine 1, pourrais-je avoir le feedback sur les réponses apportées? Cela me fera de mieux comprendre si je suis dans la bonne voie. Oui, après-midi normalement. D'accord. Et la deuxième question, c'est une réponse courte. La deuxième question, c'était toujours de Abdoulaye, le cadre logique est-il impératif pour construire un système de suivi et évaluation? Je vais apporter une réponse le logique non, mais la chaîne des résultats oui. Le cadre logique, c'est un outil qui est une façon de représenter cette chaîne de résultats, hein, cette chaîne. Et d'ailleurs, dans la vidéo de la semaine 0, vous voyez une autre représentation où on montre une chaîne avec des boîtes et des flèches. Je ne sais pas si vous avez vu. Il faut savoir que en Europe, moi quand je travaille pour la Commission européenne ou pour des institutions françaises, etc., au programme ne se sert jamais d'un cadre logique. On fabrique ce qu'on appelle une théorie du changement qu'on présente avec un diagramme qu'on appelle le logigramme et dans lequel les différentes étapes de la chaîne causale sont représentées par des boîtes et sont liées entre elles par des flèches. Pourquoi? Parce qu'en fait le cadre logique c'est très adapté au niveau projet. Vous avez une seule chaîne très simple et une étape à chaque niveau. Et dès que vous commencez à avoir des trucs un peu complexes, la logique c'est pas très adapté. Et pour on a décidé de rester au cadre logique parce qu'on sait que c'est ce que les bailleurs demandent tout le temps. Pragmatique, on est resté là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de représenter la chaîne des résultats, les hypothèses et les risques à chaque étape. Mais le cadre logique, c'est un outil parmi d'autres pour le faire. Je peux question d'Yvon, Florent, moi j'aurai encore d'autres questions qui m'arrivent, mais vas-y. Bon, on va faire une chacun si tu veux. La question d'Yvon, c'est bonjour Yvon, comment intégrer les éléments pouvant permettre de collecter les informations relatives à des événements pouvant rendre vos actions inutiles ou inadéquates au système de SEE?
quels sont en fait les intérêts de ce type de données à ce stade du projet. Je pense qu'on est de nouveau dans toute la problématique de la première année d'un projet ou d'un programme. En fait, la bonne, c'est quand même que cette première année, ça soit une année de test, quoi. On teste plein de choses. On teste le système de suivi d'évaluation, mais on teste aussi le projet, quoi. Il faut que le projet, que les activités du projet, elles marchent bien, etc. Le bon moyen pour identifier ça, c'est les questions de suivi et évaluation. Alors, si sur une activité en particulier, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sûr, vous vous dites je ne sais pas si ça va marcher, etc. Votre question de suivi et évaluation, ça va être est-ce que cette action est réellement utile ou au regard des données, est-ce que cette action est réellement utile? Et donc ça sert à ça, hein. Et sachez qu'en plus vos questions elles peuvent changer d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir un socle de questions qui sont les mêmes qui forment votre système d'indicateurs ensuite. Mais chaque année, vous pouvez vous poser des questions différentes qui appelleront à des recherches spécifiques. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est pas forcément ce qu'on dit ailleurs. Le système de suivi et évaluation, la matrice des résultats, tout ça c'est vivant. Si vous les laissez dans un placard et que vous les ressortez au bout de 5 ans, ça n'aura servi à rien, ça sera obsolète. Tout le monde dira mais il est complètement nul, elle est complètement nulle cette matrice des résultats, elle est théorique, elle est loin du terrain. Et parce qu'on ne l'aura pas adapté. Il faut adapter. Je sais d'ailleurs, on vous demande de garder la même matrice de résultats, de rendre compte de la même matrice des résultats. Mais il faut aussi pouvoir expliquer à vos bailleurs pourquoi vous avez fait évoluer les choses. Dire votre matrice des résultats, vous n'allez pas la changer totalement. Mais par contre, vous allez préciser quels sont les effets attendus. Vous allez ajouter des hypothèses et des risques au fur et à mesure. Vous changez un indicateur si vous vous rendez compte qu'il est inopérant. Vous allez poser d'autres questions. Et tant que vous expliquez ça, c'est complètement compréhensible le fait que vous fassiez évoluer ça. Et en le faisant évoluer, votre système de suivi et évaluation, il devient utile. Et les gens sont prêts à mettre la main à la pâte, sont prêts à apporter de l'information, etc. Parce qu'ils en récupèrent quelque chose. J'avais une question à me faire passer. Alors, j'ai une question de Soukati. Oui. Et, est-ce qu'il est possible... alors, attendez. J'ai reçu cette question également, Okay. oui. Est-ce que pour un seul programme, est-ce qu'on peut avoir plusieurs impacts attendus ou un seul impact? Non, on peut tout avoir plusieurs impacts attendus. Là où il faut faire attention, c'est les programmes qui font tout. Vous savez, des fois, il y a des programmes, c'est super, ils améliorent le climat, ils adaptent au climat, ils font la sécurité alimentaire, ils empêchent la faim, ils assurent la paix dans le pays. Enfin, au bout d'un moment, quand le programme il contribue tout, il contribue plus à rien. Donc, il faut faire attention de faire la différence entre les impacts attendus, qui sont des choses sur lesquelles vous avez vraiment une chance d'avoir un effet, quand l'effet, un résultat que vous êtes susceptible d'avoir, et ce qu'on va appeler des contributions ou des externalités, c'est-à-dire que vous dites, ça peut contribuer à ça aussi. Par exemple, vous allez voir un programme qui est centré sur la sécurité alimentaire, et dans ce programme sur la sécurité alimentaire, vous aidez les fermiers, les agriculteurs à développer des méthodes de micro-irrigation qui consomment beaucoup moins d'eau et qui sont plus durables, leur permettent de mieux supporter les chocs climatiques quand il y en a. Bon il est, d'un point de vue théorique en tout cas, qu'un programme comme ça contribue à l'adaptation au climat. Mais c'est pas forcément son objectif. Son objectif, c'est d'abord la sécurité alimentaire. Du coup, vous pouvez peut-être dire que ça à l'adaptation au changement climatique, mais que votre impact, sur quoi vous voudrez être jugé à la fin, ça plutôt la sécurité alimentaire. Oui, ça c'est. Merci.
question d'Arsène qui me dit, il est dit dans le support que le processus de changement les plus significatifs comporte la collecte d'histoires de changements significatifs émanant du terrain. Comment peut se faire une telle collecte, par exemple, si je veux savoir si des producteurs ayant reçu une formation sur une innovation donnée l'ont bien maîtrisée, l'ont appliquée? Alors, cette méthode, elle est super. Changement le plus significatif, quelque chose d'assez intéressant, c'est très participatif. Pour les détails, je vous conseille d'aller voir le guide. Il est en français, il est en anglais, et vraiment, il est très clair. Il explique comment faire. En gros, ce qui se passe, c'est que soit on va collecter des histoires auprès des gens, soit on réunit par exemple des producteurs, et je les mets autour de la table et je vais leur demander. Allô? Oui, bonjour Clément. Oui, bonjour Thomas. Bonjour Clément. Okay. Oui, bonjour. Bienvenue à la réunion. Thomas est en train de répondre à une question et je vous explique dans un instant le but de la réunion. Ok. On rend la parole à Thomas. Merci. Ok. Donc si vous travaillez avec des producteurs, vous allez par exemple les venir autour de la table et vous allez leur demander des exemples de choses qui ont vraiment changé depuis qu'ils ont suivi la formation. Alors, cette méthode de changement le plus significatif est particulièrement utile pour comprendre comment est-ce que l'on change de pratique, plutôt que savoir si ils ont changé de pratique. Mais par exemple, une bonne façon de mêler les deux, c'est de faire une réunion avec des producteurs qui ont reçu la formation, leur demander qu'est-ce qui a changé pour eux. En fait, d'en tirer des critères qui vous permettront, par exemple, de faire un questionnaire pour une enquête plus globale, où en fait, vous poserez les bonnes questions aux producteurs. Parce que vous voyez ce qui est susceptible d'avoir changé chez eux suite à la formation. Oui. Où tu as mis où on peut cliquer pour télécharger des documents, moi généralement ça ne marche pas sur le support. Support PDF? Oui. Ouais, c'est ma faute. Il y a un problème technique, ça fait plus, les liens se font plus. Quand tu as les mêmes sur la plateforme. Les liens sont sur la plateforme. Ok, d'accord. Je suis désolé, c'est un problème de mon côté, je ne sais pas comment le résoudre. Bien Thomas, je vais juste reprendre la parole pour qu'on continue avec ces questions, pour souhaiter bienvenue aux gens qui viennent d'arriver, expliquer comment on est avec le micro aussi. Donc, je vois qu'on a deux personnes qui sont... Donc, Clément est arrivé, et puis on a... Oui, bonjour. Qui a le nom de Chapo, je ne sais pas qui c'est à vrai dire. Donc, bienvenue, je vous explique rapidement le but de ce webinaire. C'est une qui dure à peu près 1 heure et qui donne pour vous donner l'opportunité de poser vos questions à demain, que ce soit des questions relatives au cours, que ce soit des questions techniques par rapport au contenu du cours, etc. Donc, on vous propose de prendre la parole au fur et à mesure ou de vous mettre vos questions dans le chat. Important, si vous avez du bruit autour de vous, et j'entends qu'il y a des gens qui viennent de nous rejoindre et qui ont du bruit autour d'eux, fermez votre micro s'il vous plaît. Sinon, c'est extrêmement gênant pour les autres. Voilà, donc, si vous n'avez pas de bruit, il n'y a aucun problème. Si vous avez du bruit, fermez votre micro et ouvrez-le juste quand vous voulez nous parler. Voilà. Donc, on va d'abord continuer. On va peut-être donner la parole au public avant de continuer à nouveau dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas mis leur question dans le chat et qui voudraient poser une question? Ok, moi, c'est Clément. Clément, oui, bonjour. Bonjour. Clément de Côte d'Ivoire, FAO. En fait, je voulais revenir un peu sur le cours de la semaine passée. Oui, on t'entend Clément. Voilà. Ouais, je voulais revenir sur le cours de la semaine passée. Voilà. Oui, on m'entend. On va fermer le micro, la personne qui parle. Voilà, c'était. Merci, on entend Clément. Ok. J'ai voulu savoir au peu des concepts de Thomas la différence entre les bénéficiaires et puis la
les bénéficiaires et la population cible. la population. Alors, j'ai... Si vous avez donné la réponse à cette question, mais je voulais savoir, pour être encore plus éclairé, est-ce qu'à un moment donné, on ne vous entend plus. L'image pour lui demander de poser sa question dans le chat. Vous êtes là? oui, je suis là. Clément, ce qui se passe, c'est que ça coupe énormément votre connexion. Est-ce qu'on peut vous demander, ça va être plus simple, de taper votre question dans le chat et puis on va y répondre. Parce qu'on vous comprend pas, on vous entend, ça coupe, on vous entend, ça coupe. Ok. Très bien, je vous remercie. J'ai déjà envoyé même la question sur le chat. Ok, alors on en a beaucoup, donc on y répond au fur et à mesure. Ok. Euh, Thomas, vas-y. J'ai une autre question d'Yvon, mais Yvon, est-ce que vous pouvez me la poser à l'oral parce que je suis pas sûr de comprendre. Si voilà, je vois que vous avez ouvert votre micro. Allez-y, Yvon. Oui, bonjour. Recevez. Yvon. Yvon, on vous entend pas. On me dit que quand il me parlait d'informations relatives à des événements pouvant rendre vos actions inutiles ou inadéquates, c'est nécessaire pour l'étude de référence devant conduire à l'élaboration du programme. Il faut vraiment distinguer. Non, je suis désolé, on vous entend pas. Il faut vraiment distinguer l'étude de référence et le système de suivi et évaluation. Il est donné que vous allez collecter dans l'étude de référence qui vont être votre système de suivi et évaluation. Bien sûr, les deux sont liés. Mais généralement, vous faites l'étude de référence et seulement à partir en gros de la vision théorique que vous avez de votre programme, quoi. On est vraiment encore dans de la conception à un moment où en fait le programme n'a pas encore été sur le terrain. Du coup, les questions que vous posez sont pas forcément après coup celles qui sont les plus pertinentes. Ça, c'est le gros problème de l'étude de référence, mais on peut rien y faire si vous voulez. Hein. C'est juste qu'elle arrive généralement trop tôt pour qu'on puisse vraiment confronter au terrain. Et la seule façon de faire, c'est en fait avoir de l'expertise, de l'expérience du terrain pour poser les bonnes questions. Du coup, l'étude de référence, elle remet pas en cause le projet parce que généralement le projet n'a pas encore vraiment commencé, quoi. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, Yvon, parce que je pense qu'il faudrait que vous m'expliquiez en direct ce qu'il en est. Envoyez-moi un message si vous voulez, envoyez-moi un courriel et puis avec un peu plus de détails et puis j'essaierai de vous répondre plus correctement. Thomas, on a d'autres questions dans le chat. On va peut-être donner aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas à l'aise avec le chat, et il y a des personnes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de poser de questions. Donc avant de prendre encore les questions qui sont dans la chat, je propose qu'on fasse pour un instant, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas exprimés dans le chat et qui n'ont pas posé de questions et qui ont une question à poser? Annoncez votre nom et posez votre question si c'est le cas. Rapport à la relation de les choses là. Et puis là, on a fait et puis on voit ça lui donner le ok. Ok, alors je pense que il n'y a pas de questions, Thomas, donc on va continuer à prendre les questions qu'on a dans le chat alors. L'ouverture, ok, c'est ça. Je suis en train de terminer l'étude de base. D'accord. Dès que je finis ça, je fais l'ouverture. D'accord. Tu dois couper les micros, hein. Ouais. Ce serait bien de couper. Donc, alors, on a d'autres questions qui continuent. Donc, on a une question, moi j'ai une question de ça et une question de Abdoulaye Diak.
Diagaba. Allez. Alors, donc Moussa dit souvent l'étude baseline qui doit être faite en principe en début de projet arrive assez tardivement. En cours de projet, on se rend compte que les informations qu'elle contient ne servent pas beaucoup pour le suivi évaluation. Que faire dans ce cas? Alors, ça c'est un vrai problème. Du coup, je comprends mieux la question d'Yvon. Ouais. C'est que oui, si l'étude de base elle arrive un peu trop tard, ça peut remettre en cause l'ensemble. Ça, je comprends mieux. Alors, si elle arrive toujours dans la première année de votre programme, moi, je suis partisan de faire évoluer le programme. Si c'est un programme qui est un peu long, qui va durer plusieurs années, il est encore temps, quoi. Et mieux vaut changer lorsque c'est encore possible le programme et système d'indicateur si c'est nécessaire. Après, le si d'avoir une liste qui vous donne pas les bonnes informations pour votre système d'indicateur, ça c'est un problème au niveau de la conception, quoi. C'est-à-dire que il faut aussi être capable de préciser au mieux ses impacts et de faire ce travail d'explicitation des impacts, des résultats attendus en général, de façon à avoir des informations qui vous sont utiles. Sinon, autant ne pas faire d'études de base, hein, ça sera pas très utile. Alors, on fait assez rarement des études de où on fait éventuellement ce qu'on appelle une évaluation ex ante, mais qui est pour vous donner de l'information, hein, qui est plus pour vérifier comment pouvoir évaluer l'ensemble, etc. La première évaluation intermédiaire, donc une évaluation qui se fait au bout de, on va dire, 2 ans sur un programme de 5 ans, qui va donner toutes ces informations de base. Et du coup, se fait cette évaluation alors que le programme a déjà eu lieu sur le terrain. Elle a l'avantage d'être assez pertinente, quoi. Elle pose bien les bonnes questions, on collecte bien les bonnes informations. Et elle a comme défaut qu'elle arrive un peu tard. Du coup, si vous voulez avoir la situation avant et la situation après, vous allez être un peu limité. Une autre alternative possible, c'est, mais alors je crois que ça se fait pas trop chez vous, mais je trouve que c'est intéressant. C'est en particulier quand vous êtes au niveau programme, de mutualiser au maximum les informations que vous avez avec vos autres partenaires, quoi. En fait, vous n'êtes pas le seul à faire des études, hein. Vous n'êtes pas le seul généralement à viser la sécurité alimentaire ou à viser la lutte contre la déforestation ou la meilleure gestion durable des forêts, etc. Du coup, souvent, on peut collecter énormément d'informations existantes. Besoin de faire une collecte spécifique. Je viens de terminer une mission pour le CIFOR, le Centre de recherche sur les forêts que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Bon, des données, ils en ont des tonnes, quoi. Ils en ont des tonnes, et avant de faire une nouvelle étude, ça vaut le coup de d'abord récupérer toutes les données qu'ils ont, et généralement, CIFOR, vu que ça fait partie de leurs objectifs d'aider, et peut-être de construire l'étude ou la baseline sur les données que vous n'avez pas, quoi. Ouais, autre question, oui. Moi, il y a une autre question dans le chat. Il y a une question de Abdoulaye Diagba. Quels éléments indispensables qui nous aident à construire un questionnaire de suivi-évaluation et point d'interrogation à travers les résultats ou les activités point d'interrogation? Alors, Écoutez la comment dire, ça dépend du type de votre programme. C'est-à-dire que, par principe, votre système de suivi-évaluation et les questions de suivi-évaluation que vous allez poser, elles vous sont propres. Elles appartiennent à vous, elles sont liées à votre projet, à votre programme, aux attentes du chef de projet ou du chef de programme, aux attentes de vos partenaires, etc. Donc, on dit le système de suivi-évaluation, il est toujours ad hoc, c'est-à-dire qu'il a toujours été conçu spécifiquement
pour le programme en question. Alors maintenant, vous avez des types d'actions pour des référentiels tout faits. Et on vient notamment dans le cours, c'est tout ce qui est autour de l'acquisition de connaissances, changement de comportement. Il y a un type d'enquête qui s'appelle l'enquête CAP, connaissance attitude pratique, qu'on utilise par exemple pour voir les effets des formations ou des campagnes de sensibilisation, etc. En fait, elle pose toujours 3 questions. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que vous avez changé de comportement? Par exemple, de vos habiletés, mais imaginez, j'ai une campagne de lutte contre le tabac. Je fais de la sensibilisation avec des panneaux, des affichages en ville, etc. La première question que je pose, c'est est-ce que maintenant vous êtes conscient que le tabac c'est mauvais pour la santé? Oui, non. Est-ce que ça vous fait changer d'attitude? Est-ce que il faudrait que j'arrête de fumer? Oui, non. Et est-ce que vous avez effectivement changé d'attitude? Est-ce que vous avez de comportement? Est-ce que vous avez arrêté de fumer? Et bien que chacun est séparé des autres, c'est-à-dire que peut avoir des informations sur le tabac, mais ne pas y croire, ou que ça me concerne pas. Et je peux dire ah oui, le tabac c'est mal, mais bon, je fume quand même. Il y a plein de gens qui savent très bien que le tabac c'est mauvais pour la santé, et puis bon, bah écoutez, ils font autrement. Donc vous voyez, vous pouvez avoir comme ça des référentiels qui sont faciles à réutiliser. Vous avez des listes d'indicateurs à la fin de la deuxième semaine du cours en ce sens. Et puis une deuxième façon de répondre à la question qu'est-ce qui est le plus important dans les questions de suivi et évaluation, c'est en prenant la chaîne causale. Généralement le plus important dans la chaîne causale, c'est le niveau des effets. Parce qu'en fait, les effets attendus, typiquement, c'est ce changement de comportement dont je parle. C'est souvent le mécanisme qui fait qu'on va dire au bout que le programme a été un succès ou ça va être un échec. J'ai une session de formation, de est-ce qu'il y a autre chose? Bon, bah, normalement, c'est bien vos formations. C'est votre boulot de faire en sorte que les gens apprennent effectivement quelque chose. Mais par changer de comportement, ils vont appliquer ce qu'ils ont appris. Ça, c'est dur. Ça, c'est compliqué. Vous n'avez pas forcément la main. Le boulot des gens dans les projets, c'est de faire le maximum pour qu'ils changent de comportement et que ce changement de comportement soit durable. Mais ils ne peuvent pas tout faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en dehors de leur pouvoir. Parce qu'il y a le facteur externe, il y a les conditions climatiques, il y a les conditions monétaires, etc. qui jouent également. Et souvent, cette étape-là, dans la chaîne causale, c'est la plus importante pour pouvoir dire à la fin, est-ce que mon programme va être un succès ou est-ce qu'il va être un échec? Florence? Elle n'est plus dans le chat. Mais est-ce que j'entends les participants? On va faire avant de terminer, on fait un dernier tour de table. Avez-vous, je pense que c'était une information privée. Avez-vous des questions à nous poser, que ce soit des questions sur le cours, etc. Avez-vous encore, il nous reste encore 5-7 minutes, parce qu'après il n'y aura plus de temps sur le webinaire. Avez-vous des questions à nous poser? J'ai une question d'Alain sur le chat qui me dit, en lien avec cette question du suivi, évaluation et des effets attendus, sur la périodicité de l'un et de l'autre, le suivi est un film, l'évaluation une photo, tout à fait. Quand le moment est idéal pour cette photo. Alors oui, c'est très juste, hein, le suivi est un film, l'évaluation est une photo. Durée de votre programme, si vous avez un programme qui dure 4 ou 5 ans, je conseille une évaluation à mi-parcours au bout de 2 ans et demi et une évaluation de 2 ans, 2 ans et demi et une évaluation finale. Pourquoi? Parce qu'on ne se pose pas les mêmes questions au bout de 2 ans et au bout de 4-5 ans. Et au bout de 2 ans, si l'évaluation montre que vous allez dans la bonne direction, il est encore temps de changer. Qui est plus court, un
projet qui dure, un projet ou un programme qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans, on fait une évaluation. Enfin, déjà, c'est bien, c'est du boulot, hein, une évaluation, donc on en fait une seule. Et ça va bien. Alors, je sais que c'est pas forcément votre pratique, mais moi, je trouve que c'est plus intéressant. Si par exemple, vous avez un programme de 3 ans, de lancer l'évaluation en fin de 2e année et pas à 3e année. Si vous la lancez en fin de 2e année, lorsque vous allez faire le dossier pour prolonger votre programme ou faire autre chose, en fait, vous serez armé avec l'évaluation pour dire voilà ce qui marche, voilà ce qui marche pas et voilà ce qu'on veut faire en conséquence. Un dit aussi, oui. J'ai une question par rapport à ce point-là. Oui. Dans le support, que si le suivi nous permet d'identifier un problème majeur, on pourrait lancer une évaluation. Alors, dans ce cas, est-ce que si on le fait par exemple entre la fin du programme et si on est entre cette période-là, on pourrait encore faire l'évaluation, mais pas. On va remplacer, ça dépend un peu de votre situation. Si vous avez vraiment un gros programme, genre un CPP, peut-être que logique, ça va être dans un CPP de dire bon bah peut-être que je me rends compte qu'il y a un gros problème, un axe. Du coup, j'ai une évaluation, mais une évaluation ciblée sur cet axe. Ou alors, je vais attendre l'évaluation à mi-parcours et dans l'évaluation à mi-parcours, je vais dire l'évaluation, ça sera en particulier à vérifier si les conditions sont réunies pour qu'on obtienne un impact sur l'axe 1 ou l'axe 2. Alain me dit la première évaluation est une évaluation avec possibilité de remédiation, la seconde est plus une évaluation d'impact. Tout à fait. Ça va être l'idée, sauf que on sait que c'est rare que le programme termine, on se dise eh ben c'est bon, on a résolu la situation, il y a besoin de programme, non en fait il va probablement y en avoir un autre après. Du coup la seconde évaluation va sans permettre de contribuer au programme suivant. Merci Thomas. Dodo. Est-ce que... Oui, yes. Oui. Je voudrais savoir s'il est utile pour indiquer la duration de la programme au projet dans la suite et l'évaluation. Indiquer la durée, mais c'est pas forcément utile. Par contre, vous êtes obligé de vous adapter à la durée. Vous pouvez faire la même chose en fait selon la durée de votre programme ou de votre projet. En termes de moyens, mais aussi tout simplement en termes d'atteinte des résultats. Un exemple tout bête. Vous avez toujours un projet de sécurité, amélioration de la sécurité alimentaire, où vous formez des fermiers et vous voulez savoir si ça améliore leur rendement. Mais ça produire 2 ans. Aucun moyen de savoir si vous avez amélioré durablement les rendements. Enfin, c'est pas possible, c'est trop tôt, quoi. Il y aurait 3, 4, 5 ans de recul pour pouvoir faire voir si vous avez fait la différence. Du coup, votre système de suivi et évaluation, il est centré sur les produits, donc les premiers effets résultats directs de l'intervention, et puis il va se concentrer sur les conditions de succès. C'est-à-dire que j'ai une chance à l'avenir de durablement les choses. Alors que vous êtes sur un programme sur 5 ans, la 4e ou la 5e année, ça vaut le coup de retourner voir ceux que vous avez formés la première année pour voir si ça a vraiment changé les choses. Vous allez changer les choses, votre programme de suivi et évaluation en conséquence. Enfin. Une question dans le chat. Là, vous avez répondu. Et puis il y en a une autre de Moussa qui dit les études d'urgence chez nous ne prennent qu'un ou 2 ans. Les difficultés de démarrage de ces projets font qu'on ne parvient à faire une évaluation à mi-parcours. Peut-on se limiter à une évaluation finale?
Oui, complètement, il faut se limiter à une évaluation finale. En plus, les projets d'urgence, ça a quand même cette dimension particulière que le système de suivi et évaluation, il peut changer du jour au lendemain. Une situation d'urgence, ça veut dire aussi que les choses sont très imprévisibles. Donc, une évaluation finale, c'est suffisant. Et on va surtout se concentrer sur le système de suivi, sur comment j'apporte vraiment les informations les plus importantes. C'est vraiment important de sélectionner les informations les plus importantes pour aider à la décision. Et déjà dit sur le forum, mais le guide de suivi et d'évaluation de la Fédération internationale des Croix-Rouges sur les programmes d'urgence est très bien. Enfin, moi, je le trouve vraiment très bien. Donc, et pas, il y a plein d'informations là-dedans. C'est bien fichu. Arthur demande à quel endroit de la plateforme on peut trouver lien pour télécharger les documents complémentaires mentionnés dans le cours. Si je ne me trompe pas, sur la première page, vous avez les références. Vous avez les références qui doivent être disponibles. On va vérifier ça et mettre un post sur le forum avec Paola Arsène. Ouais. Et ce qui concerne le guide de la Croix-Rouge, tout à fait. il est Sur ces références-là, ouais. D'accord. Ok. C'est dans les références, je suis sûre de ça. Très bien. D'autres questions? Ça a été exhaustif. Sachez qu'il y aura un autre webinaire qui est prévu la semaine. On a la date ou pas? On avait dit le Oui, on a 4 déjà décembre. Hein. On a déjà la date. Tout à fait, on aura un autre webinaire la semaine prochaine. Ce sera le 4 décembre, le jeudi 4 décembre. Je vais envoyer un courrier électronique, comme toujours, avec l'horaire des deux webinaires, parce qu'on va diviser, comme toujours, les participants du groupe. Donc, il y aura une communication par email et l'horaire exact du webinaire. Donc, ça sera le 4 de décembre. D'accord. Il y a d'autres que tu voudrais rajouter, Paola? Je vais ajouter que même dans la plateforme, il y aura les deux webinaires disponibles pour télécharger. Je vais ajouter les deux webinaires aussi dans la plateforme, peut-être déjà demain ou le jour après, si c'est possible. Donc, Thomas, tu voudrais faire une conclusion? En deux mots, alors je veux juste vous dire que je suis très content de voir qu'il y a plein de questions y compris sur le forum, parce que c'est vraiment à chaque fois des bonnes questions et des questions de fond. Donc n'hésitez pas, continuez. Comme je vous ai dit, je vous mettrai à disposition là, les principales questions du forum sur semaine 1 avec mes réponses pour que vous puissiez l'avoir comme un document et que vous puissiez le garder. C'est les questions qui font que c'est une formation intéressante pour vous et puis pour moi, hein, parce que j'apprends beaucoup de vos situations et donc n'hésitez pas à en poser sur le forum. Pour votre participation, pour vos questions, merci à Thomas pour ses réponses très précises et très liées et claires. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine aussi, donc exploration du matériel de cours, questions dans le forum, etc. Et puis votre devoir le dimanche plus tard. Une excellente journée à tous. Bonne journée. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous. Allez, bye. Au revoir.